Je m'appelle Abraham, j'ai 34 ans, et je suis le père célibataire de ma fille de 7 ans, Sophie. Il y a 5 ans, j'ai acheté la maison de mon enfance à mes parents, créant ainsi une stabilité pour nous après mon divorce. Tout semblait parfait jusqu'à ce matin où j'ai trouvé des documents judiciaires sur mon paillasson. Mes propres parents me poursuivaient en justice pour nous expulser afin que ma sœur cadette, Amanda, puisse posséder sa première maison. Ce qui m'a le plus blessé, ce n'était pas seulement la trahison, mais la façon dont il souriait à Sophie tout en complotant pour lui enlever sa maison. Personne ne s'attendait à ce qui allait se passer dans cette salle d'audience quand ma petite fille a levé la main et a tout changé. Avant de partager cette douloureuse histoire de famille, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Abonnez-vous si votre famille vous a déjà trahi pour de l'argent. Croyez-moi, vous n'êtes pas seul. Grandir dans cette maison recèle tant de souvenirs. C'est une modeste maison de banlieue de 3 chambres à Lakewood. Rien d'extraordinaire selon la plupart des standards, mais chaque coin contient un morceau de mon enfance. Le chêne dans le jardin où papa a accroché ma première balançoire. La cuisine où maman m'a appris à faire sa fameuse tarte aux pommes. Le grenier où je me cachais pendant les orages. Cette maison était plus que des murs et un toit. C'était la sécurité, la constance, l'amour. Du moins, c'est ce que je pensais qu'elle représentait pour nous tous. Mes parents, Frank et Diane, étaient des gens travailleurs qui nous ont offert une éducation stable, bien que parfois stricte. Papa a travaillé comme ingénieur mécanique à l'usine locale pendant 30 ans, et maman était enseignante en école primaire. Ils n'étaient pas riches, mais nous n'avons jamais manqué du nécessaire. Ils semblaient incarner les valeurs familiales traditionnelles, la loyauté, l'honnêteté, la famille d'abord. Des mots qui ont maintenant un goût amer quand je les prononce. Puis il y a ma sœur Amanda, de 3 ans ma cadette. Elle a toujours été l'enfant chéri. Quand je ramenais un B+, elle ramenait un A. Quand j'intégrais l'équipe junior, elle devenait capitaine d'équipe. Ce n'était pas qu'elle était méchante à ce sujet. Du moins, pas quand nous étions enfants. C'était simplement la dynamique familiale. J'étais le responsable qui devait être plus sage. Elle était la spéciale qui méritait des chances supplémentaires. Ta sœur est plus sensible, disait maman quand je me plaignais d'un traitement injuste. Toi, tu es plus fort. Tu peux en supporter plus. J'ai accepté cette réalité. J'ai même trouvé de la fierté à être le plus fort. Mais je n'avais pas réalisé à quel point ces schémas s'enracineraient profondément jusqu'à ce que nous soyons adultes. Le début de ma vie d'adulte n'a pas été facile. J'ai épousé Jessica juste après l'université, probablement trop jeune à 23 ans. Nous avons eu Sophie quand j'avais 27 ans, et pendant un certain temps, les choses semblaient parfaites. Je construisais une carrière dans le dessin d'architecture. Jessica enseignait au lycée local et Sophie était la lumière de nos vies. Mais les fissures dans notre mariage ont commencé à apparaître quand Sophie avait environ 3 ans. Les problèmes n'étaient pas dramatiques. Pas d'infidélité ou de violence, juste une distance qui grandissait lentement et que nous ne savions ni l'un ni l'autre comment combler. Après des mois de thérapie et d'efforts pour que ça marche, nous nous sommes séparés quand Sophie avait 4 ans. Le divorce a été finalisé 6 mois plus tard avec une garde partagée, mais Sophie vivait principalement avec moi car l'emploi du temps de Jessica était moins flexible. Pendant cette période difficile, mes parents ont d'abord semblé me soutenir. Ils gardaient Sophie au besoin et écoutaient mes frustrations, mais il y avait toujours un sous-entendu de « on te l'avait bien dit » dans leur réconfort. Ils n'avaient jamais vraiment approuvé Jessica, pensant qu'elle était trop indépendante d'esprit pour la vie de famille. Pendant ce temps, Amanda avait déménagé à Chicago après l'université avec le rêve de percer dans la publicité. Elle appelait à la maison avec de grandes histoires de réunions clients et d'événements de réseautage, bien que j'ai appris plus tard que la plupart étaient exagérés. Mes parents parlaient de ces aventures avec une telle fierté. Leur fille dans la grande ville, vivant la vie glamour qu'ils n'avaient jamais eue. Puis est venue l'opportunité qui a tout changé. Il y a environ 5 ans, mes parents ont décidé de déménager dans plus petit. Ils avaient trouvé une maison de plein pied mieux adaptée à leurs années de retraite et voulaient vendre la maison familiale. Le moment coïncidait avec mon besoin d'une situation plus stable pour Sophie après le divorce. « Pourquoi ne l'achètes-tu pas » a suggéré papa lors d'un dîner dominical. Nous pouvons nous entendre sur un prix juste, et ainsi Sophie pourra grandir dans une maison familiale. L'offre semblait parfaite. Le marché immobilier dans notre région était en plein essor, et acheter directement à mes parents signifiait éviter les guerres d'enchères et les commissions immobilières.
Nous nous sommes mis d'accord sur un prix de 220 000 $, en dessous de la valeur du marché, mais toujours juste. Comme je ne pouvais pas obtenir un prêt hypothécaire conventionnel juste après le divorce, nous avons mis en place un arrangement de financement privé. L'accord était simple. Je leur ferai des paiements mensuels directement sur 15 ans avec un taux d'intérêt raisonnable. Nous avons fait rédiger les termes de base par un notaire, mais pas par un avocat spécialisé en immobilier, une décision que je regretterai profondément plus tard. Mon père a insisté sur le fait que nous n'avions pas besoin de gaspiller de l'argent en avocat quand on peut se faire confiance en famille. Ces mots me hantent maintenant. Pendant les 5 années suivantes, tout a bien fonctionné. J'ai effectué chaque paiement à temps, ajoutant même parfois un supplément lorsque je recevais des primes au travail. Sophie et moi nous sommes installés dans une routine. J'ai transformé ma vieille chambre d'enfant en son château de princesse, avec des murs lavande et des étoiles phosphorescentes au plafond. Nous avons planté un potager dans le jardin. Nous étions chez nous. Puis, l'année dernière, tout a changé quand Amanda est revenue en ville. Sa grande carrière en ville s'était apparemment effondrée, bien qu'elle l'ait décrite comme une recherche d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Elle a emménagé temporairement chez mes parents le temps de se remettre sur pied. Au début, son retour ne semblait pas affecter ma situation. Nous nous retrouvions au dîner du dimanche dans la nouvelle maison de mes parents, où Amanda dominait la conversation avec des histoires sur Chicago, soigneusement éditées pour donner l'impression qu'elle était partie de son plein gré. J'ai remarqué ses regards insistants sur ma maison quand elle venait nous rendre visite, commentant ce qu'elle ferait différemment avec l'espace, mais j'ai écarté cela comme des paroles en l'air. Si seulement j'avais reconnu les signes avant-coureurs plus tôt. Tout a commencé un mardi ordinaire de septembre. Je venais de déposer Sophie à l'école et je suis rentré à la maison pour prendre mon ordinateur portable avant de me rendre au bureau. C'est là que j'ai remarqué l'enveloppe à l'aspect officiel glissée parmi les factures et les prospectus dans le courrier. L'adresse de l'expéditeur indiquait le palais de justice du comté. Ma première pensée a été que cela pouvait être lié à mon divorce. Peut-être des papiers que Jessica avait besoin de mettre à jour. J'avais tort. Tellement tort. À l'intérieur se trouvait une convocation pour une audience d'expulsion. Les plaignants, Frank et Diane Miller, mes propres parents. Le document prétendait que j'étais considérablement en retard sur mes paiements et en violation de notre accord. Ils déclaraient qu'ils exerçaient leur droit de reprendre la propriété. Je l'ai lu 3 fois, convaincu que c'était une sorte d'erreur élaborée. J'ai immédiatement appelé mon père, mes mains tremblant en composant le numéro. « Papa, il doit y avoir une erreur. Je viens de recevoir des papiers du tribunal disant que vous essayez de m'expulser de la maison. » La pause avant qu'il ne réponde m'a tout dit. Ce n'était pas une erreur, Abraham. Nous ne voulions pas en arriver là. Mais tu ne nous as pas laissé le choix, a-t-il dit, sa voix anormalement formelle. Tu n'as pas respecté les termes de notre accord. De quoi parles-tu? J'ai fait chaque paiement. J'ai les reçus, les relevés bancaires. Il y avait d'autres conditions, a-t-il interrompu. Les normes d'entretien de la propriété dont nous avons discuté et le calendrier de paiement a été ajusté l'année dernière, ce que tu as ignoré. Mon esprit s'emballa. Il n'y avait eu aucun ajustement à notre accord. Aucune discussion sur un changement de terme. La clause d'entretien de notre accord initial exigeait seulement que je maintienne la propriété en bon état, ce que j'avais absolument fait. Papa, c'est de la folie. Nous n'avons jamais changé de terme. Je dois te parler à toi et à maman en personne à ce sujet. En fait, nous partons pour le week-end. Nous pourrons parler à notre retour, mais la date d'audience est fixée. C'est peut-être mieux de laisser la procédure légale s'en charger maintenant. Le ton dédaigneux de sa voix était comme un coup physique. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé ma mère, espérant qu'elle serait plus raisonnable. Au lieu de cela, son téléphone est allé directement sur la messagerie vocale. J'ai ensuite essayé Amanda, me demandant si elle savait ce qui se passait. Elle a répondu dès la première sonnerie. Je me demandais quand tu appellerais, a-t-elle dit sans me saluer. Amanda, sais-tu ce qui se passe? Maman et papa essaient de nous expulser, Sophie et moi, de notre maison. Ce n'est pas vraiment ta maison, n'est-ce pas, a-t-elle répondu. C'est leur maison qu'ils te laissent habiter pendant que tu fais des paiements. Et honnêtement, Abraham, ils ont été plus que patients. C'est là que les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. C'est à cause de toi, n'est-ce pas? Tu veux la maison? Son rire a confirmé mes soupçons avant même ces mots. Écoute,
je recommence à zéro ici après la situation de Chicago. J'ai besoin d'un endroit à moi. Et maman et papa sont d'accord que je mérite une chance de posséder ma première maison. Tu as eu tes opportunités. C'est mon tour maintenant. Mes opportunités? Amanda, j'ai acheté cette maison. Je la paie depuis 5 ans. Toute la stabilité de la vie de Sophie est ici. Ne sois pas si dramatique. Les enfants s'adaptent. Et techniquement, tu ne l'as pas encore acheté. L'acte de propriété est toujours au nom de maman et papa jusqu'à ce que tu la rembourses complètement. Elle avait raison sur ce dernier point. Et cette prise de conscience m'a noué l'estomac. Dans notre arrangement de financement privé, l'acte de propriété ne serait transféré à mon nom qu'après le paiement final, qui était encore dans 10 ans. Légalement, il possédait toujours la maison. Après avoir raccroché avec Amanda, j'ai passé l'heure suivante à fouiller dans mes dossiers, sortant tous les documents liés à l'achat de la maison. L'accord que nous avions signé était clair sur les montants et le calendrier des paiements, que j'avais suivi religieusement. Il n'y avait absolument aucune mention de termes ou de conditions révisées. J'ai appelé la banque et demandé un historique complet de tous les paiements que j'avais faits à mes parents. Puis je me suis rendu au palais de justice pour obtenir plus d'informations sur l'affaire qu'ils avaient déposée. Le greffier a expliqué que mes parents prétendaient que j'avais manqué à notre accord en ne respectant pas le calendrier de paiement révisé établi dans un avenant. Quel avenant, ai-je demandé? Elle m'a montré un document que je n'avais jamais vu auparavant, daté de 8 mois plus tôt, avec ce qui semblait être ma signature en bas. Il décrivait de nouveaux termes, y compris des paiements mensuels considérablement plus élevés et des exigences strictes d'entretien de la propriété avec des inspections régulières. La signature ressemblait à la mienne, mais je n'avais jamais signé un tel document, je ne l'avais même jamais vu. La prise de conscience qu'ils avaient potentiellement falsifié ma signature m'a rendu physiquement malade. Quand j'ai récupéré Sophie à l'école cet après-midi-là, j'ai eu du mal à garder mon sang-froid. Son bavardage joyeux sur le cours d'art et les jeux de la cour de récréation étaient la seule chose normale dans une journée qui avait brisé mon sens de la réalité. « Papa, on peut aller chez mamie et papy ce week-end » a-t-elle demandé innocemment. Tati Amanda a dit qu'elle me montrerait comment faire des bracelets d'amitié. Mon cœur s'est serré, réalisant qu'ils avaient parlé à ma fille sans que je le sache, préparant probablement le terrain pour expliquer pourquoi nous pourrions avoir besoin de déménager bientôt. L'avait-il aussi monté contre moi? Pas ce week-end, ma chérie. Ils partent en week-end. Au moins, ce n'était pas un mensonge. Ce soir-là, après que Sophie se soit endormie, j'ai appelé Jessica pour la mettre au courant de la situation. Malgré nos différends, elle avait toujours été juste quand il s'agissait du bien-être de Sophie. Ils peuvent pas simplement prendre ta maison, a-t-elle dit, indignée en mon nom. Quel genre de grands-parents essaient de rendre leur propre petite-fille sans abri? Ils ne voient pas les choses de cette façon, ai-je répondu, l'épuisement dans la voix. Dans leur esprit, ils aident leur fille à commencer sa vie tout en donnant une leçon à leur fils sûr. Je ne sais même pas quoi. Ne pas avoir assez de succès, je suppose. Tu as besoin d'un avocat, Abraham. Un bon. Elle avait raison. Dès demain, je trouverai une représentation légale. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait de protéger la maison et la stabilité de Sophie. Si mes parents et ma sœur voulaient se battre, ils l'auraient. Ce qui faisait le plus mal dans ces premiers jours n'était pas seulement la trahison, mais la prise de conscience qu'ils devaient planifier cela depuis des mois. Chaque dîner du dimanche, chaque visite décontractée, chaque fois qu'ils serraient Sophie dans leurs bras, ils savaient ce qu'ils allaient faire. Ils regardaient leur petite fille dans les yeux tout en complotant pour lui enlever sa maison. La famille que je pensais connaître était un mensonge. Et maintenant, je devais les combattre au tribunal pour protéger la seule chose stable dans la vie de ma fille, la maison que nous avions construite ensemble. Trouver un avocat dans mon budget semblait presque impossible. Après avoir appelé 8 avocats différents qui demandaient soit des honoraires que je ne pouvais pas me permettre, soit ne traitaient pas les litiges immobiliers, j'ai finalement trouvé Marcus Patel, un jeune avocat qui venait d'ouvrir son propre cabinet et qui développait sa clientèle. C'est une affaire compliquée, a dit Marcus après avoir examiné mes documents. Les accords immobiliers familiaux privés deviennent souvent compliqués parce que les gens sautent des étapes juridiques importantes, pensant que la confiance suffit. La bonne nouvelle, c'est que l'avenant présumé qu'il présente a de sérieux problèmes d'authentification. Marcus a accepté de prendre mon cas à un tarif réduit avec un plan de paiement que je pouvais gérer en plus de mes paiements hypothécaires à mes parents. Des paiements que j'ai continué à faire malgré le procès, sur les conseils de Marcus.
Ne leur donnez aucune munition réelle, a-t-il prévenu. Continuez à faire les paiements exactement comme indiqué dans l'accord initial. La pression financière était immense. Entre les factures régulières, les besoins de Sophie, les paiements de la maison et maintenant les frais de justice, je puisais dans le peu d'économies que j'avais. J'ai pris des projets de dessin en freelance le soir après que Sophie se soit couchée, travaillant souvent jusqu'à 2 ou 3 heures du matin avant de me lever à 6h30 pour commencer notre journée. Alors que Marcus approfondissait l'affaire, il a découvert la faille juridique que mes parents exploitaient. Notre accord initial contenait une clause stipulant que les termes pouvaient être modifiés au besoin pour refléter les conditions du marché ou les exigences d'entretien. C'était suffisamment vague pour qu'ils puissent argumenter que cela leur donnait le droit de créer l'avenant, même sans mon consentement explicite. « Avez-vous lu chaque page de l'accord initial avant de signer ?» a demandé Marcus lors d'une de nos réunions. J'ai admis que je ne l'avais pas examiné d'aussi près que j'aurais dû. C'étaient mes parents, après tout. Je leur faisais confiance. C'est sur quoi ils comptent, a-t-il soupiré. Mais nous avons aussi quelque chose de notre côté. Même si le tribunal reconnaissait leur droit de modifier les termes, il y a une attente raisonnable de notification et de consentement approprié. Nous avons vos relevés bancaires montrant des paiements constants selon les termes originaux, sans aucune indication que vous ayez jamais été informé de changement. Pendant que je me concentrais sur la bataille juridique, je devais aussi gérer les questions de Sophie. Elle était trop perspicace pour ne pas remarquer que quelque chose n'allait pas. « Pourquoi n'allons-nous plus chez mamie et papy ?» a-t-elle demandé un soir alors que je l'abordais. « Sont-ils fâchés contre nous ?» Je me suis assis sur le bord de son lit, cherchant des mots qui ne la chargeraient pas de problèmes d'adulte, mais qui ne lui mentiraient pas non plus. Parfois, les adultes ont des désaccords qu'ils doivent régler, ai-je expliqué. En ce moment, mamie, papy et moi avons un désaccord sur la maison. Notre maison, sa petite voix tremblait, et j'ai vu la peur dans ses yeux. Oui, mais tu n'as pas à t'inquiéter. Je fais tout pour m'assurer que cela reste notre maison. Est-ce que Tati Amanda veut notre maison, a-t-elle demandé, me surprenant par sa perspicacité. Pourquoi demandes-tu ça? Elle m'a dit quelle chambre serait la sienne quand elle habiterait ici. Elle a dit que je pourrais venir lui rendre visite et rester dans la petite chambre. Mon sang n'a fait qu'un tour à cette révélation. Ils avaient explicitement parlé à ma fille de leur plan, la préparant à notre expulsion. J'ai gardé une expression neutre pour le bien de Sophie, mais à l'intérieur, j'étais furieux. Quoi que l'on te dise, c'est notre maison, l'ai-je assuré en la serrant fort dans mes bras. Et je te promets que je fais tout ce que je peux pour la garder. À l'approche de la date d'audience, la pression de la famille élargie s'est accrue. Ma tante a appelé, disant qu'elle avait entendu les deux versions et qu'elle pensait que j'étais déraisonnable. Ta sœur a besoin d'un nouveau départ, a-t-elle dit. Tu pourrais trouver un autre endroit. Sophie est jeune. Elle s'adaptera. Mon oncle a envoyé un message similaire. Tes parents vieillissent. Ce stress n'est pas bon pour eux. Pense à la famille dans son ensemble. Il est devenu clair que mes parents et Amanda avaient fait le tour de la famille, tissant un récit qui me présentait comme l'égoïste. Selon eux, je refusais de coopérer à un simple changement d'accord qui profiterait à tout le monde. Ils ont commodément omis la partie sur la falsification de ma signature et la tentative d'expulser ma fille de 7 ans de sa maison. 2 semaines avant la date d'audience, Marcus et moi avons compilé toutes nos preuves, mes relevés de paiement, mes relevés bancaires, l'accord initial et des documents montrant l'état de la maison pour contrer toute allégation de négligence d'entretien. Nous avions également un expert en écriture qui a examiné la signature sur l'avenant et a fourni un rapport remettant en question son authenticité. Sois prêt, m'a prévenu Marcus. Les affaires de tribunal de la famille deviennent laides. Ils vont dire des choses sur toi qui font mal. Ils vont ressortir chaque erreur que tu as jamais faite, chaque défaut en tant que fils, en tant que père, tout ce qu'ils peuvent utiliser pour te dépeindre comme irresponsable. J'ai hoché la tête, sentant déjà le poids de ce qui allait arriver. Tant que Sophie garde sa maison, ils peuvent dire ce qu'ils veulent de moi. La nuit avant de soumettre nos preuves, Amanda s'est présentée à ma porte sans prévenir. Sophie était chez Jessica pour sa visite de week-end habituelle, donc j'étais seul. Nous devons parler, a dit Amanda en me bousculant pour entrer dans la maison sans attendre d'invitation. Elle a regardé le salon avec un regard de propriétaire qui m'a donné la chair de poule. Tout cela pourrait être tellement plus simple si tu coopérais, a-t-elle dit en s'installant sur le canapé. J'ai déjà un acheteur intéressé si je décide de vendre. Ces mots ont confirmé ce que je soupçonnais,
mais que je n'avais pas pu prouver. Il ne s'agissait pas pour Amanda de vouloir une maison familiale. Il s'agissait pour elle d'obtenir un bien de valeur qu'elle pourrait convertir en argent. Alors, c'est ça le plan. Obtenir la maison de moins en dessous de la valeur du marché et la revendre immédiatement pour un profit. Elle a haussé les épaules, ne prenant même pas la peine de le nier. C'est juste des affaires, Abraham. J'ai besoin de capital pour relancer ma carrière, et maman et papa sont d'accord que je mérite cette opportunité. Ils nous ont toujours aidés tous les deux. En volant ma maison, la maison où vit leur petite fille. Ne sois pas si dramatique. Les enfants sont résilients. Et honnêtement, est-ce que Sophie regretterait vraiment de voir les voisins avoir sa propre salle de bain? Ce sont des luxes, pas des nécessités. Son mépris désinvolte pour la stabilité de ma fille a enflammé quelque chose en moi. Sors de ma maison, ai-je dit doucement, ma voix stable malgré la rage qui montait à l'intérieur. Pas encore ta maison, a-t-elle souri en coin, mais elle s'est levée pour partir. À la porte, elle s'est retournée. Tu sais, si tu te bats, maman et papa sont prêts à tout déballer, tes difficultés financières après le divorce, cette fois où tu as été en retard pour aller chercher Sophie parce que tu t'es endormi, même le nouveau petit ami de Jessica et comment cela pourrait affecter la vie de Sophie à la maison. La menace était claire. Ils attaqueraient ma paternité au tribunal si nécessaire. J'ai fermé la porte derrière elle sans répondre, puis je me suis laissé glisser au sol, le dos contre la porte, me demandant comment les personnes qui étaient censées nous aimer le plus pouvaient devenir si cruelles. Ce que je ne savais pas alors, c'est que Sophie avait laissé sa tablette en train d'enregistrer dans le salon plus tôt dans la journée, oubliée dans sa hâte de faire ses bagages pour la maison de sa mère. L'appareil avait capturé chaque mot de ma conversation avec Amanda, y compris son aveu sur la vente de la maison et les menaces contre moi. Il était là, silencieusement, détenant une preuve qui allait tout changer. 3 jours avant notre date d'audience, je suis rentré du travail pour trouver la voiture de mes parents dans l'allée à côté de celle d'Amanda. Ils n'avaient ni appelé ni envoyé de SMS pour dire qu'ils venaient. Je les ai trouvés à l'intérieur, parcourant la maison avec un bloc-notes. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je demandé, debout dans ma propre entrée, me sentant comme un intrus. « Vous ne pouvez pas entrer dans ma maison sans permission. »« Nous sommes toujours les propriétaires légaux », a répondu mon père sans me regarder. « Nous avons le droit d'inspecter la propriété. » Ma mère, au moins, avait la décence d'avoir l'air mal à l'aise. « Nous avons appelé plus tôt, mais tu n'as pas répondu, » a-t-elle dit. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun appel manqué. Un autre mensonge. Amanda était dans la chambre de Sophie, ouvrant les placards et prenant des notes. Ce placard a des dégâts des eaux, a-t-elle annoncé. C'est une violation de l'entretien. Il n'y a pas de dégâts des eaux, ai-je rétorqué en la suivant. Sophie a renversé du jus la semaine dernière. Je l'ai nettoyé. Elle a quand même pris une note. Le tribunal déterminera cela. C'était surréaliste de les voir se déplacer dans la maison où j'avais grandi, où ils m'avaient élevé, agissant maintenant comme des propriétaires sans cœur plutôt que comme des parents. Mon père a vérifié chaque robinet, chaque interrupteur, documentant les défauts perçus. Ma mère a passé son doigt le long des plaintes à la recherche de poussière. « Pourquoi faites-vous vraiment ça ?» ai-je finalement demandé alors qu'ils se rassemblaient dans le salon, terminant leur inspection. « Tu n'as pas entretenu la propriété selon les normes » a commencé mon père. « Arrête » ai-je interrompu. La vraie raison, pas l'excuse légale. Un silence inconfortable s'est installé. Finalement, ma mère a parlé. Amanda a besoin d'un nouveau départ. Elle a eu quelques revers financiers à Chicago. Alors, elle obtient ma maison. La maison de Sophie. C'est la solution. Ce n'est pas comme ça, a dit mon père, bien que ses yeux ne croisent pas les miens. Amanda a un plan solide. Elle pourra tirer parti de la valeur nette de la propriété pour stabiliser sa situation. Et elle va la vendre, ai-je coupé. Elle m'a déjà dit qu'elle avait un acheteur en vue. Mes parents ont échangé un regard que je n'ai pas pu interpréter. Le savait-il? Ce n'est pas nécessairement vrai, a dit ma mère prudemment. Même si c'est le cas, a ajouté mon père, ce serait son droit. La propriété serait à elle d'en faire ce qu'elle veut. Amanda est entrée du couloir. Je pensais que nous pourrions faire cette transition en douceur. Je te laisserai rester jusqu'à la fin de l'année scolaire de Sophie, par exemple. C'est généreux vu le marché actuel. Généreux. Je n'en croyais pas mes oreilles.
J'ai payé plus de 70 000 $ pour cette maison au cours des 5 dernières années. J'ai fait des améliorations qui ont augmenté sa valeur, et tu penses que nous laisser rester quelques mois de plus avant de la prendre est généreux. Tu as vécu ici en payant des loyers inférieurs au marché, a rétorqué Amanda. Donc, en réalité, maman et papa t'ont subventionné tout ce temps. Ce n'est pas vrai. Nous nous sommes mis d'accord sur un prix et un taux d'intérêt juste. J'ai la documentation. La documentation peut être interprétée de différentes manières, a dit mon père d'un ton dédaigneux. Le juge décidera quelle interprétation est la bonne. Alors qu'ils continuaient de justifier leurs actions, Sophie est rentrée de son programme après l'école. Elle s'est figée dans l'entrée, les yeux écarquillés devant ce rassemblement inattendu. « Mamie, papi, Tati Amanda », s'est-elle exclamée, momentanément excitée avant de sentir la tension dans la pièce. Son sourire s'est effacé. Ma mère s'est avancée avec une gaieté forcée. « Voilà notre fille spéciale. Nous parlions justement de la maison avec ton papa. » Sophie m'a regardée, incertaine. J'ai forcé un sourire rassurant. « Pourquoi ne vas-tu pas commencer tes devoirs, ma chérie? Nous n'en avons plus pour longtemps. » Elle a hoché la tête et s'est dirigée vers sa chambre. Mais j'ai remarqué qu'elle avait laissé son sac à dos dans le salon, sa tablette partiellement visible dans la poche avant. Une fois que Sophie fut hors de portée de voix, la conversation prit un tour encore plus laid. « Tu sais, Abraham, » a dit Amanda en baissant la voix. « Nous avons été très prudents de ne pas mentionner certaines choses dans notre dossier. Ton historique de surmenage au point d'épuisement. Cet incident l'année dernière où l'école a appelé parce que Sophie s'est présentée sans déjeuner 3 jours de suite. C'était pendant une date limite de projet énorme. Et c'était 2 fois, pas 3, me suis-je défendu, sentant mon visage rougir de honte bien que je sache que j'étais un bon père qui avait fait des erreurs humaines normales. Le tribunal pourrait ne pas considérer cela comme des oublis mineurs, a dit mon père, surtout si nous mentionnons également les préoccupations de Jessica concernant tes horaires irréguliers affectant la routine de Sophie. Jessica n'a aucune préoccupation, ai-je rétorqué. Elle serait furieuse si elle savait que vous utilisiez notre relation de coparentalité de cette manière. Nous préférerions ne pas aborder ces sujets, a ajouté ma mère, sa voix douce comme si elle était raisonnable. Mais si tu insistes pour te battre, nous devons présenter le tableau complet. Il menaçait d'attaquer ma paternité pour gagner un litige immobilier. Mes propres parents. La stabilité de Sophie ne signifie rien pour vous, n'est-ce pas, ai-je demandé, la prise de conscience me frappant de plein fouet. Vous la déracineriez, la traumatiseriez avec une bataille judiciaire sur l'aptitude de son père. Tout ça pour qu'Amanda puisse encaisser une maison pour laquelle elle n'a pas payé. C'est injuste, a protesté ma mère. Nous aimons Sophie. Vous aimez l'idée d'elle, ai-je corrigé, la petite fille parfaite que vous pouvez exhiber à l'église et aux réunions de famille, mais son bien-être réel, son besoin de stabilité et de sécurité, ce sont des inconvénients que vous êtes prêt à sacrifier. Amanda a ricané. Tellement dramatique. C'est une maison, Abraham. Juste un bâtiment. Sophie ira bien. C'est sa maison, ai-je dit, ma voix se brisant malgré mes efforts pour rester calme. C'est la seule stabilité qu'elle a eue depuis le divorce. L'endroit où elle se sent en sécurité. Elle peut se sentir en sécurité ailleurs aussi, a dit fermement mon père. Cette discussion est terminée. On se verra au tribunal à moins que tu ne reviennes à la raison et que tu acceptes de quitter volontairement. Ils sont partis sans un mot de plus, me laissant debout au milieu de mon salon, tremblant de colère et d'incrédulité. Je me suis effondré sur le canapé, la tête entre les mains, essayant de me ressaisir avant que Sophie ne revienne. Une petite voix a percé mes pensées. « Papa, ils sont partis ?» J'ai levé les yeux pour voir Sophie debout dans le couloir, sa tablette serrée contre sa poitrine, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Oui, ma chérie, ils sont partis. » J'ai tapoté le canapé à côté de moi. « Viens t'asseoir. » Elle a grimpé à côté de moi, se penchant contre mon flanc. « Ils veulent prendre notre maison, n'est-ce pas ? » J'ai envisagé d'édulcorer les choses, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Sophie méritait des réponses honnêtes, présentées de manière appropriée pour son âge. Oui. Tati Amanda veut vivre ici. Et mamie et papi l'aident à essayer de faire en sorte que cela se produise. Mais où irions-nous ? Si cela arrivait, nous trouverions un autre endroit agréable. Mais je fais tout ce que je peux pour m'assurer que nous restions ici, là où nous appartenons. Elle est restée silencieuse un moment,
puis a dit, je les ai enregistrés. Que veux-tu dire, ma chérie? Sur ma tablette. Tu m'as montré comment faire des mémos vocaux pour l'école. Tu te souviens? Quand ils sont entrés, ils disaient des choses méchantes sur nous avant que tu n'arrives. Alors, j'ai appuyé sur enregistrer et je l'ai laissé sur la table. Quand je suis allé t'ouvrir la porte, mon cœur s'est serré, pensant à ce qu'elle aurait pu entendre. Oh, Sophie, je suis désolé que tu aies entendu des choses méchantes. Ce n'est pas grave, a-t-elle dit avec une maturité surprenante. Mais je les ai eus en train de dire les mauvaises choses sur la vente de notre maison et de dire ces mensonges sur toi. Est-ce que c'est important? Je regardais ma fille de 7 ans qui, dans sa sagesse innocente, avait peut-être capturé la preuve même dont nous avions besoin. C'est peut-être très important, Sophie. Je peux voir? Elle a déverrouillé sa tablette et a ouvert l'application de mémos vocaux, me montrant un enregistrement de près de 45 minutes. J'ai appuyé sur lecture et j'ai immédiatement entendu la voix d'Amanda. Une fois qu'on aura la maison, j'ai déjà un acheteur prêt à mettre 320, peut-être plus si on refait la cuisine d'abord. C'est un profit de 100 000 après avoir remboursé ce qu'on doit à maman et papa. Mon père, ne mentionne juste pas cette partie au tribunal. Le juge doit croire qu'il s'agit pour toi de vouloir une maison familiale, pas une transaction financière. Ma mère, je ne me sens toujours pas bien à propos de cet avenant. Abraham ne l'a jamais vraiment signé. Il aurait dû le faire un jour ou l'autre, a rétorqué mon père. Ça ne fait qu'accélérer les choses. De plus, il a eu la maison en dessous de la valeur du marché pendant des années. C'est à notre tour d'en profiter maintenant. L'enregistrement a continué, capturant leur inspection et la confrontation ultérieure après mon arrivée. Chaque mot accablant, chaque aveu, chaque menace, tout a été préservé par un enfant qui savait simplement mieux distinguer le bien du mal que les adultes qui m'ont élevé. Cette nuit-là, après que Sophie se soit endormie, j'ai appelé Marcus et lui ai parlé de l'enregistrement. Son excitation était palpable. Ça change tout, a-t-il dit. Cet enregistrement prouve leur intention de vous frauder, vous et le tribunal. L'aveu sur l'avenant falsifié suffirait à lui seul à faire rejeter l'affaire. Pouvons-nous l'utiliser, ai-je demandé. Je ne l'ai pas enregistré. Sophie l'a fait sans qu'il le sache. C'est compliqué, a-t-il admis. Mais je pense que nous le pouvons. Dans cet état, enregistrer des conversations auxquelles vous participez est légal. Sophie était dans sa propre maison et a capturé des conversations se déroulant dans des espaces communs. Je vais rechercher la jurisprudence, mais je crois que c'est admissible. Pour la première fois depuis que j'avais trouvé cette enveloppe dans ma boîte aux lettres, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Ma fille, dans sa simple compréhension de l'équité et de la vérité, avait peut-être sauvé notre maison. La nuit avant le tribunal, je me suis assis sur le bord du lit de Sophie après l'heure du compte, l'anxiété me rongeant l'estomac. « As-tu peur pour demain » a-t-elle demandé, toujours perspicace. « Un peu » ai-je admis. Mais avoir la vérité de notre côté aide beaucoup. Est-ce que je devrais parler au juge? Marcus s'était préparé à la possibilité que Sophie soit interrogée sur l'enregistrement. Peut-être, ai-je dit. Mais seulement si tu te sens à l'aise et seulement quelques questions simples. Elle a hoché la tête solennellement. Je peux le faire. Je peux dire la vérité. J'ai repoussé ses cheveux de son front. Je sais que tu peux, ma chérie. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Plus courageuse que toi, a-t-elle demandé avec un petit sourire. Beaucoup plus courageuse que moi, les jeux assurés en l'abordant. Dors bien. Demain est un jour important. Alors que je me tournais pour partir, sa petite voix m'a arrêté. Papa, quoi qu'il arrive avec la maison, on s'en sortira, n'est-ce pas? Parce qu'on sait l'un l'autre. À ce moment-là, ma fille de 7 ans a montré plus de sagesse et de force que n'importe qui d'autre dans cette triste situation. C'est tout à fait vrai, lui ai-je dit, la voix chargée d'émotion. Tant qu'on sait l'un l'autre, on s'en sortira toujours. Le palais de justice du comté était un imposant bâtiment de briques rouges et de hautes colonnes. Sophie me tenait fermement la main alors que nous montions les marches, son autre main serrant la tablette à l'intérieur de son petit sac à dos. Jessica avait pris sa matinée de congé pour venir nous soutenir, marchant légèrement derrière. « Souviens-toi » a-t-elle chuchoté à Sophie, « tu n'as pas à avoir peur. Dis juste la vérité si le juge te pose des questions. » À l'intérieur, le couloir devant la salle d'audience 3 était déjà bondé. Mes parents se tenaient raidement près du mur,
vêtus de vêtements de cérémonie que je les voyais rarement porter. Mon père ne croisait pas mon regard. Ma mère a fait un petit signe de la main incertain que je n'ai pas rendu. Amanda se tenait entre eux, faisant défiler son téléphone comme si c'était un inconvénient mineur dans sa journée plutôt qu'une tentative de prendre la maison d'un enfant. Marcus nous a rencontrés aux portes, son attitude normalement décontractée remplacée par une formalité professionnelle dans un costume impeccable. « Prêt ?» a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête, bien que ma bouche sèche et mon cœur battant la chamade suggère le contraire. « Et vous devez être Sophie ?» a-t-il dit en s'accroupissant à son niveau. « Votre père me dit que vous êtes très courageuse. » Elle a hoché la tête solennellement. « J'ai apporté ma tablette » a-t-elle chuchoté. « Parfait. Nous n'en aurons peut-être pas besoin, mais c'est bien de l'avoir au cas où. » L'huissier a appelé notre affaire, et nous sommes entrés dans la salle d'audience. La juge, une femme d'une soixantaine d'années aux cheveux striés d'argent et aux yeux perçants, a regardé par-dessus ses lunettes alors que nous nous installions. L'avocat de mes parents, un homme élégant dans un costume coûteux, a présenté leur cas en premier. Il a exposé un récit convaincant, des parents généreux aidant leur fils en lui vendant la maison familiale en dessous de la valeur du marché, pour ensuite le voir négliger la propriété et prendre du retard sur le calendrier de paiement révisé qu'ils avaient établi. De plus, votre honneur, a-t-il poursuivi, les plaignants ont un autre enfant qui a maintenant besoin d'un logement stable. Ils exercent simplement leur droit légal de réaffecter leurs biens pour aider équitablement leurs deux enfants. Marcus a pris des notes tout au long, me chuchotant occasionnellement des éclaircissements. Quand ce fut notre tour, il s'est approché de la barre d'un pas assuré. Votre honneur, cette affaire ne concerne pas l'entretien de la propriété ou les calendriers de paiement. Il s'agit d'une tentative de frauder mon client par le biais de documents falsifiés et de fausses déclarations. Monsieur Miller a effectué chaque paiement conformément à l'accord initial, à temps et parfois au-delà du montant requis. Il a présenté mes relevés de paiement, mes relevés bancaires et des photos montrant l'excellent état de la maison. Puis il a abordé l'avenant présumé. Mon client n'a jamais vu, discuté ou signé ce document. Nous avons un témoin expert qui remet en question l'authenticité de la signature. Mais plus important encore, nous avons des preuves que les plaignants eux-mêmes ont admis avoir créé cet avenant sans la connaissance ou le consentement de mon client. L'avocat de mes parents s'est immédiatement opposé. Votre honneur, aucune preuve de ce type n'a été soumise au tribunal. Nous n'avons découvert cette preuve que récemment, a expliqué Marcus. Nous sommes prêts à la présenter aujourd'hui avec la permission du tribunal. La juge a réfléchi, puis a hoché la tête. Je l'autorise, étant entendu que la partie adverse a le droit de l'examiner et d'y répondre. Marcus a hésité, me jetant un coup d'œil. Nous avions discuté de la manière de gérer l'enregistrement, décidant que laisser Sophie parler directement au juge pourrait être plus percutant que de simplement diffuser l'audio. Votre honneur, la preuve a été capturée par la fille de 7 ans de Monsieur Miller, Sophie, qui est présente dans la salle d'audience aujourd'hui. Avec la permission du tribunal, elle aimerait s'adresser directement à vous au sujet de ce qu'elle a découvert. Mes parents et Amanda ont échangé des regards alarmés. Leur avocat avait l'air confus, manifestement non préparé à ce développement. La juge a regardé Sophie, son expression sévère s'adoucissant légèrement. L'enfant est-elle à l'aise pour parler au tribunal? Elle l'est, votre honneur, a confirmé Marcus. La juge a hoché la tête. Je l'autorise. Sophie, voudriez-vous s'il vous plaît vous avancer? Sophie a serré ma main une fois avant de se diriger vers l'avant de la salle d'audience, ses petites épaules carrées de détermination. L'huissier a ajusté le microphone à sa hauteur. Bonjour, Sophie, a dit la juge gentiment. Comprends-tu que tu dois dire la vérité dans cette salle d'audience? Oui, madame, a répondu clairement Sophie. Vas-y et dis-moi ce que tu aimerais partager. Sophie a pris une profonde inspiration. Puis-je vous montrer quelque chose que mon papa ne sait pas, a-t-elle demandé, sa voix stable malgré la tension dans la pièce. La juge a semblé momentanément surprise, puis a hoché la tête. Vous le pouvez. Sophie a ouvert son sac à dos et a sorti sa tablette. J'ai enregistré mamie, papy et tati Amanda dans notre maison quand ils sont venus. Ils disaient des choses méchantes et des mensonges. L'avocat de mes parents s'est levé immédiatement. Votre honneur, si c'est un enregistrement fait sans consentement. C'était dans notre maison, a interrompu Sophie, son indignation l'emportant sur sa nervosité. Ma maison, et ils disaient qu'ils allaient nous l'enlever, à moi et à papa. La juge a levé la main pour faire taire l'avocat.
J'aimerais entendre ce que Sophie a à dire. Se tournant de nouveau vers Sophie, elle a demandé, « Pourquoi as-tu fait cet enregistrement, Sophie ?» Parce qu'ils étaient méchants et ne disaient pas la vérité. Mon papa dit toujours que la vérité est importante, même quand c'est difficile. La fierté a gonflé ma poitrine malgré la tension du moment. Puis-je vous le faire écouter, a demandé Sophie, son doigt planant au-dessus de l'écran. La juge a hoché la tête. Oui, vous le pouvez. Sophie a appuyé sur lecture, et la voix d'Amanda a rempli la salle d'audience. Une fois qu'on aura la maison, j'ai déjà un acheteur prêt à mettre 320, peut-être plus si on refait la cuisine d'abord. C'est un profit de 100 000 après avoir remboursé ce qu'on doit à maman et papa. La voix de mon père a suivi. Ne mentionne juste pas cette partie au tribunal. Le juge doit croire qu'il s'agit pour toi de vouloir une maison familiale, pas une transaction financière. Puis l'aveu hésitant de ma mère. Je ne me sens toujours pas bien à propos de cet avenant. Abraham ne l'a jamais vraiment signé. Des halètements et des murmures ont parcouru la salle d'audience. J'ai vu les visages de mes parents se vider de leur couleur. Amanda regardait droit devant elle, la mâchoire serrée. Leur avocat avait l'air de vouloir disparaître. Sophie a continué à diffuser l'enregistrement, y compris les parties où il menaçait d'attaquer ma paternité au tribunal et admettait la vraie raison de la tentative d'expulsion, non pas pour fournir à Amanda une maison familiale, mais pour revendre la propriété à profit. Quand l'enregistrement s'est terminé, la salle d'audience était silencieuse. Sophie a levé les yeux vers la juge. Ils ont menti et ils allaient prendre ma maison. Est-ce que c'est permis? L'expression de la juge était illisible alors qu'elle considérait l'enfant devant elle. Merci d'avoir porté cela à l'attention du tribunal, Sophie. Tu as été très courageuse aujourd'hui. Sophie a hoché la tête solennellement. Je peux retourner avec mon papa maintenant. Oui, tu le peux. Alors que Sophie retournait s'asseoir à côté de moi, j'ai passé mon bras autour de ses épaules, chuchotant, je suis si fier de toi. La juge s'est tournée vers l'avocat de mes parents. Maître, souhaitez-vous répondre à cette preuve? Il s'est entretenu à la hâte avec mes parents et Amanda, leur conversation chuchotée devenant animée. Finalement, il s'est retourné vers la juge. Votre honneur, mes clients souhaiteraient demander une brève suspension pour discuter de cette nouvelle information. Accordé, 15 minutes. Alors qu'il sortait, Amanda m'a lancé un regard venimeux. Ma mère ne voulait pas me regarder du tout. Seul mon père a hésité, jetant un coup d'œil en arrière à Sophie avec une expression que je n'ai pas pu interpréter. De la honte, peut-être, ou une simple surprise d'avoir été déjoué par le sens du bien et du mal d'une fillette de 7 ans. Pendant la suspension, Marcus était prudemment optimiste. L'enregistrement est accablant. Ils ont admis avoir créé des documents frauduleux et trompé le tribunal. Aucun juge ne statuerait en leur faveur après avoir entendu ça. Quand le tribunal a repris, l'avocat de mes parents s'est approché de la barre avec visiblement moins de confiance. Votre honneur, à la lumière des nouvelles preuves, mes clients souhaiteraient retirer leur demande d'expulsion. La juge a hoché la tête, mais son expression est restée sévère. Avant d'accepter ce retrait, je veux être clair sur ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Ce tribunal a entendu des preuves suggérant une tentative de frauder à la fois le défendeur et le tribunal lui-même par le biais de documents falsifiés et de témoignages trompeurs. Elle a regardé directement mes parents et Amanda. Je pourrais renvoyer cette affaire pour une enquête criminelle. La fraude hypothécaire et la falsification de documents sont des infractions graves. Cependant, étant donné la relation familiale impliquée et le retrait de la demande, je vais plutôt rejeter cette affaire avec préjudice, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être redéposée. Se tournant vers moi, elle a poursuivi, Monsieur Miller, je vous conseille vivement de consulter votre avocat pour créer un arrangement plus formel et sécurisé concernant la propriété, de préférence avec l'implication d'un véritable avocat immobilier. Oui, votre honneur, ai-je acquiescé, un soulagement m'envahissant. Quant à l'accord existant, a-t-elle ajouté, ce tribunal le juge valide et exécutoire tel qu'il a été initialement rédigé, sans l'avenant présumé. Les plaignants continueront à honorer ces termes jusqu'à ce que la propriété soit entièrement payée ou que les parties parviennent à un nouvel accord dûment documenté. Avec un dernier regard sévère sur mes parents, elle a conclu, affaire classée. Le coup sec du marteau a résonné dans la salle d'audience, marquant la fin d'un cauchemar qui avait consumé nos vies pendant des semaines. Sophie a serré ma main, un petit sourire jouant sur ses lèvres. On a gagné, papa, a-t-elle chuchoté. On peut garder notre maison. Oui, ma chérie,
ai-je répondu en la serrant fort. Grâce à toi, on le peut. À l'extérieur du palais de justice, une pluie fine avait commencé à tomber, correspondant à l'ambiance sombre malgré notre victoire. Jessica a fait un gros câlin à Sophie, lui disant à quel point elle était fière avant de retourner au travail. Marcus m'a serré la main fermement. Félicitations, a-t-il dit. Peu de cas se résolvent de manière aussi décisive. Votre fille est quelqu'un. Elle l'est vraiment, ai-je convenu, en regardant Sophie sauter dans une petite flaque d'eau à proximité, ses préoccupations immédiates se tournant déjà vers des intérêts plus appropriés à son âge maintenant que le danger était passé. Alors que Marcus partait pour déposer les derniers papiers, j'ai vu mes parents et Amanda blottis sous l'auvent du palais de justice, engagés dans ce qui semblait être une discussion animée. Une partie de moi voulait partir sans un mot de plus. Mais il y avait des choses qui devaient être dites. Sophie, attends ici juste une minute. D'accord, reste là où je peux te voir. Elle a hoché la tête, continuant son exploration de la flaque tout en restant proche. Je me suis approché de ma famille. Si je pouvais encore les appeler ainsi. Mon père m'a remarqué le premier, son expression se durcissant. Je suppose que tu es ici pour te vanter, a-t-il dit. Non, ai-je répondu d'un ton égal. Je suis ici pour mettre quelque chose de très clair. Ce que vous avez essayé de faire était impardonnable. Pas seulement pour moi, mais pour Sophie, votre propre petite fille. Nous n'avons jamais voulu faire de mal à Sophie, a commencé ma mère, sa voix suppliante. Nous voulions seulement enlever la seule maison qu'elle a connue depuis le divorce, ai-je terminé pour elle, mentir au tribunal, falsifier des documents, menacer ma réputation de père. Dites-moi exactement quelle partie n'était pas destinée à nous faire du mal. Amanda s'est avancée, les yeux flamboyants. Tu n'avais pas le droit de nous enregistrer sans permission. C'est illégal. En fait, dans cet état, il est parfaitement légal d'enregistrer des conversations dans sa propre maison, ai-je rétorqué. De plus, ce n'est pas moi qui vous ai enregistré. C'est Sophie. Une enfant de 7 ans qui a mieux reconnu la malhonnêteté que ses propres grands-parents et sa tante. Ce n'est pas fini, a sifflé Amanda. Tu as tout gâché. Sais-tu à quel point j'avais besoin de cet argent? Tes problèmes financiers ne sont pas ma responsabilité, ai-je répondu. Et certainement pas celle de Sophie. Si tu avais besoin d'aide, il y avait 1000 meilleures façons de la demander que d'essayer de voler notre maison. Mon père a posé sa main sur l'épaule d'Amanda, la faisant taire. Qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-il demandé, sa voix bourrue, mais avec une nuance d'incertitude. Maintenant, je vais continuer à faire les paiements selon notre accord initial, mais notre relation est une autre affaire. J'ai besoin de temps pour digérer ce que vous étiez prêt à nous faire. Tu ne peux pas nous empêcher de voir Sophie, a dit ma mère, la voix tremblante. Nous sommes ses grands-parents. Je ne vais pas utiliser Sophie comme une arme comme vous avez essayé d'utiliser la maison, les jeux assurés. Mais tout contact sera supervisé, du moins pour l'instant. Elle a besoin de temps pour comprendre pourquoi les personnes qui auraient dû l'aimer ont essayé de lui enlever sa maison. Nous l'aimons, a insisté ma mère. L'amour n'est pas juste un sentiment, maman. Ce sont des actes. Et vos actes ont montré exactement où Sophie et moi nous situons pour vous. Quelque part en dessous de la commodité financière d'Amanda. Je me suis tourné pour partir, puis je me suis arrêté. Une dernière chose. Si l'un de vous menace à nouveau ma maison ou ma relation avec ma fille, je n'hésiterai pas à utiliser cet enregistrement pour une ordonnance restrictive. J'espère que nous sommes clairs. Sans attendre de réponse, je suis retourné vers Sophie, lui ai pris la main et l'ai conduite à la voiture. Dans le rétroviseur, je pouvais voir mes parents et ma sœur toujours debout sous la pluie, semblant plus petits, en quelque sorte diminués par la vérité de ce qu'ils avaient essayé de faire. Ce soir-là, après que Sophie se soit couchée, je me suis assis seul dans le salon, la victoire ayant un goût amer au milieu des ruines de ce que je pensais être une famille aimante. Le téléphone a sonné, ma mère appelant pour la 3e fois. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Un texto a suivi. S'il te plaît, laisse-nous t'expliquer. Nous avons fait une terrible erreur. Trop peu, trop tard. Le lendemain, j'ai déposé une demande d'ordonnance restrictive temporaire contre 3, les empêchant d'entrer sur la propriété sans permission explicite. Marcus m'a également aidé à commencer le processus de création d'un nouvel accord d'achat juridiquement solide avec une documentation appropriée, bien que cela prendrait du temps.
La nouvelle de ce qui s'était passé s'est rapidement répandue dans notre petite communauté. Les voisins qui avaient entendu des bribes du drame au tribunal sont passés avec des plats cuisinés et des offres de soutien. L'enseignante de Sophie a appelé pour savoir si elle avait besoin d'une attention particulière à l'école suite au stress. Même mon patron a été compréhensif quant au temps que je devrais m'absenter pour les rendez-vous juridiques de suivi. Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'appel du pasteur Jim, qui connaissait notre famille depuis des décennies. Mes parents étaient des membres dévoués de sa congrégation. J'ai entendu ce qui s'est passé, Abraham, a-t-il dit quand j'ai répondu. Je voulais que tu saches que tes parents sont venus me voir hier. Ils ont profondément honte. Ils devraient, ai-je répondu, sans prendre la peine de cacher mon amertume. Oui, a-t-il convenu, ce qui m'a surpris. Ce qu'ils ont fait était mal à tous les niveaux. Mais ils sont aussi perdus en ce moment, réalisant la terrible erreur qu'ils ont faite. Pasteur, avec tout le respect que je vous dois, ce n'était pas une erreur. Une erreur, c'est oublier un rendez-vous ou dire quelque chose d'irréfléchi sous le coup de la colère. Ils ont planifié ça pendant des mois. Ils ont falsifié des documents. Ils ont essayé de rendre ma fille sans abri pour un profit. Il est resté silencieux un moment. Tu as raison. Et je leur ai dit la même chose. Je n'appelle pas pour te demander de leur pardonner immédiatement. J'appelle parce que je me soucie de toi et de Sophie, et je voulais que tu saches qu'un soutien est disponible si tu en as besoin. Sa gentillesse m'a presque anéanti. Merci, ai-je réussi à dire. En ce moment, j'essaie juste de passer chaque journée et de garder les choses stables pour Sophie. Comment va-t-elle? Mieux que moi, honnêtement. Les enfants ont une capacité remarquable à s'adapter. Elle sait que quelque chose de grave s'est passé, mais elle se concentre sur le fait que nous pouvons rester dans notre maison. La trahison plus profonde ne l'atteint pas encore pleinement. Et avec toi comme père, elle apprendra à le gérer de manière saine le moment venu, m'a-t-il assuré. Après avoir raccroché, je me suis retrouvé sur le porche arrière, fixant le chêne où mon père avait accroché ma balançoire quand j'étais enfant. Le souvenir me semblait souillé maintenant, comme tant d'autres. Serais-je un jour capable de regarder à nouveau cette maison sans penser à leur trahison? Sophie m'a trouvé là, sortant en pyjama après avoir terminé sa routine du coucher. « Papa, tu es triste ?» a-t-elle demandé en s'appuyant contre mon genou. « Un peu, ai-je admis. Mais aussi très fier de toi. » « Est-ce que mamie et papy vont revenir un jour? » J'ai choisi mes mots avec soin. Pas avant un certain temps. Ils ont fait de très mauvais choix qui nous ont blessés et nous avons tous besoin de temps pour réfléchir à ce qui s'est passé. Elle a réfléchi à cela, son petit visage sérieux. Ils ont eu tort d'essayer de prendre notre maison. Oui, ils ont eu tort. Et ils ont eu tort de dire des choses méchantes sur toi. Tu es le meilleur papa. Ma gorge s'est serrée. Merci, ma chérie. Je peux demander autre chose? Tout ce que tu veux. On peut peindre ma chambre en violet maintenant qu'on reste? Sa question simple et tournée vers l'avenir a rompu le charme de la mélancolie. C'est ce qui comptait. Construire notre vie ensemble, faire de cette maison vraiment la nôtre de toutes les manières qui comptent. Absolument, ai-je promis. Violet ce sera. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons commencé à établir de nouvelles routines et de nouvelles limites. J'ai tenu ma parole concernant les contacts supervisés, permettant à mes parents de voir Sophie dans des lieux neutres comme le parc ou un restaurant. Ces visites étaient maladroites et tendues, mais j'ai refusé d'utiliser Sophie comme un pion dans des conflits d'adultes. Amanda a refusé de participer, ayant déménagé dans une ville voisine sans dire au revoir. L'ordonnance restrictive est restée en place, tout comme l'arrangement de paiement initial. Mes parents n'ont fait aucune autre tentative pour le modifier, acceptant la décision du tribunal sans se plaindre. Chaque mois, j'envoyais un chèque du montant convenu, accompagné d'une brève demande formelle de confirmation de réception, rien de plus. Les tentatives de réconciliation de ma mère se sont poursuivies par des textos, des appels et des lettres manuscrites occasionnelles. Certains jours, j'envisageais de répondre. D'autres jours, le souvenir de ce qu'ils avaient essayé de faire rendait cela impossible. Mon père, fidèle à son caractère, est resté majoritairement silencieux, bien que le pasteur Jim m'ait dit qu'il gérait les choses à sa manière. Quant à Sophie et moi, nous nous sommes concentrés sur le fait de rendre notre maison plus entièrement nôtre. Nous avons peint sa chambre en violet comme promis. Nous avons planté de nouvelles fleurs dans le jardin. Nous avons adopté un chat de refuge nommé Pimpkin,
qui a rapidement revendiqué la place ensoleillée près de la fenêtre du salon comme son domaine. Lentement, douloureusement, nous avons commencé à guérir de la trahison, bien que les cicatrices resteraient toujours. Ce qui a le plus aidé, c'est de savoir que lorsque cela comptait vraiment, nous nous étions serrés les coudes, nous avions lutté pour notre maison et nous avions gagné. 6 mois après l'affaire judiciaire, le printemps est arrivé avec une explosion de nouveaux départs. Le cerisier de notre jardin avant a fleuri de manière spectaculaire, et Sophie a insisté pour le prendre en photo tous les jours pour se souvenir de la beauté que les choses peuvent devenir. Sa sagesse, comme toujours, m'a coupé le souffle. Au cours de ces 6 mois, nos vies s'étaient transformées de manière à la fois attendue et surprenante. Le changement le plus significatif concernait mon approche des relations familiales. La trahison m'a forcé à reconnaître que les liens du sang n'équivalent pas automatiquement à un amour ou un soutien inconditionnel. J'avais passé des années à accepter moins que ce que je méritais de la part de mes parents, trouvant des excuses à leur favoritisme et à leur mépris de mes besoins. Plus maintenant. Grâce à un centre communautaire local, j'ai trouvé un groupe de soutien pour parents célibataires. Les réunions du jeudi soir sont devenues une bouée de sauvetage, me mettant en contact avec d'autres personnes naviguant des défis similaires. Là, je pouvais parler ouvertement de l'affaire judiciaire, de la tension familiale continue et des difficultés quotidiennes d'élever un enfant seul sans crainte de jugement. Ce que tes parents ont fait était un abus de pouvoir et de confiance, a dit Tania, une mère célibataire de jumeaux qui était devenue une amie proche. Reconnaître cela n'est pas être impitoyable, c'est être honnête. Ces paroles m'ont aidé à fixer des limites sans culpabilité. J'ai maintenu le programme de visite supervisée avec mes parents, mais j'ai refusé de prétendre que tout était normal. Pendant ces visites, j'étais poli mais distant, me concentrant sur la facilitation de leur relation avec Sophie plutôt que sur la reconstruction de ce qu'ils avaient brisé avec moi. Sophie, quant à elle, s'épanouissait. Son enseignante de 2e année a envoyé des rapports élogieux sur ses compétences en leadership et son intelligence émotionnelle. Sophie a une capacité extraordinaire à défendre ce qui est juste tout en restant compatissante, a-t-elle écrit dans son évaluation de mi-année. L'expérience du tribunal, plutôt que de la traumatiser, semblait avoir renforcé son sens inné de la justice et de la vérité. Elle en parlait ouvertement quand on lui demandait, avec la clarté remarquable d'une enfant de 7 ans. Mes grands-parents et ma tante ont essayé de prendre notre maison, a-t-elle expliqué à un camarade de classe curieux lors d'un après-midi de jeu que j'ai surpris. Mais je les ai enregistrés en train de dire des choses méchantes et je les montrai à la juge. Maintenant, ils ne peuvent pas la prendre et ils sont désolés. Parfois, les adultes font aussi de très mauvais choix. Sa résilience m'humiliait quotidiennement. Quant à mes parents, le processus de réconciliation avançait par à-coups. 3 mois après le tribunal, ils ont demandé une réunion sans la présence de Sophie. Nous nous sommes rencontrés dans un café en terrain neutre où ma mère a pleuré et mon père a fixé ses mains pendant qu'ils offraient des excuses qui contenaient encore d'une manière ou d'une autre des justifications. Nous nous sommes laissés entraîner à essayer d'aider Amanda, a expliqué ma mère. Elle avait de tels problèmes financiers et nous pensions que sacrifier ma stabilité était un dommage collatéral acceptable, ai-je terminé quand elle s'est tue. Nous avons eu tort, a dit simplement mon père. C'était peut-être la première fois que je l'entendais admettre une faute si directement. Je n'ai pas offert un pardon facile, mais j'ai accepté de poursuivre l'arrangement actuel de visite supervisée avec Sophie avec la possibilité de revoir les restrictions après plus de temps. Amanda est restée distante, ayant déménagé à 2 heures de route pour commencer un nouveau travail. Elle a envoyé à Sophie une carte d'anniversaire sans adresse de retour, une petite offrande de paix qui ne s'étendait pas à moi. Cela me convenait. Certaines relations sont peut-être irréparables, et j'apprenais que c'était acceptable aussi. Le développement le plus inattendu est venu de ma relation avec notre voisine Léa, une infirmière d'hôpital au début de la trentaine. Elle habitait à côté de nous depuis 3 ans, mais nous n'avions jamais dépassé les saluts amicaux et les discussions occasionnelles sur l'entretien de la pelouse. Pendant le drame judiciaire, elle avait remarqué mon stress et avait commencé à apporter des repas faits maison pour aider. Ce qui a commencé comme une préoccupation de voisinage a évolué en une véritable amitié. Elle s'est jointe à Sophie et moi pour des soirées cinéma, a aidé à la rénovation de notre jardin et est devenue le contact d'urgence fiable qui me manquait auparavant. Sophie l'adorait, surtout après avoir découvert le talent de Léa pour les techniques de tressage élaborées. Tu sais, a dit Léa un soir alors que nous étions assis sur le porche à regarder Sophie jouer avec Pimpkin dans le jardin. Ce qui s'est passé avec ta famille était terrible, mais la façon dont tu as protégé Sophie, comment tu as géré tout depuis, en dit long sur qui tu es.
Ces mots et la chaleur dans ses yeux alors qu'elle les disait ont déclenché quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Que notre relation se développe au-delà de l'amitié restait à voir, mais pour la première fois depuis le divorce, je me sentais ouvert à la possibilité. Sur le plan juridique, Marcus m'a aidé à obtenir un prêt hypothécaire en bonne et due forme auprès d'une coopérative de crédit locale, me permettant de rembourser entièrement mes parents et de transférer l'acte de propriété à mon nom. Les frais de clôture ont mis mon budget à rude épreuve, mais la tranquillité d'esprit valait chaque centime. Le jour où j'ai reçu l'acte officiel, je l'ai encadré et l'ai accroché dans le couloir, un rappel que cette maison était vraiment légalement la nôtre maintenant. Personne ne pouvait nous l'enlever. Est-ce que ça veut dire que mamie et papy ne pourront plus jamais essayer d'avoir notre maison, a demandé Sophie quand je le lui ai montré. C'est exact. Elle est officiellement à nous maintenant. À 100%. Elle a étudié le document sérieusement. Bien, parce que j'aime notre maison. Moi aussi, ma chérie. Pour célébrer cette étape importante, nous nous sommes lancés dans un projet de rafraîchissement de toute la maison. Rien d'extravagant. De la peinture fraîche, quelques nouveaux meubles, réaménager les espaces pour mieux répondre à nos besoins. À chaque changement, la maison ressemblait moins à l'endroit où j'avais grandi et plus à la maison que Sophie et moi avions créée ensemble. Mon ajout préféré était un grand mur en liège dans la cuisine où Sophie exposait ses œuvres d'art et où j'épinglais des avis importants et des souvenirs. Parmi ceux-ci se trouvait une citation que j'avais trouvée et qui résonnait profondément, « La famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de qui est prêt à te tenir la main quand tu en as le plus besoin. » Un samedi ensoleillé de mai, 6 mois et 2 semaines après l'affaire judiciaire, mes parents sont venus pour leur première visite non supervisée chez nous depuis l'incident. C'était un pas timide vers un nouveau type de relation. Pas un retour à ce qui était, mais peut-être le début de quelque chose de plus sain. Alors qu'ils admiraient les changements que nous avions apportés à la maison, complimentant la chambre violette de Sophie et le jardin florissant, je les observais avec des yeux clairs. C'étaient des personnes imparfaites qui avaient commis une terrible erreur, poussées par des priorités mal placées et de vieux schémas. Je ne leur ferai plus jamais entièrement confiance, mais peut-être pourrions-nous construire quelque chose de nouveau sur les cendres de ce qui a été perdu. Vous avez fait de cet endroit le vôtre, a observé mon père alors que nous traversions le salon avec son nouvel agencement et ses nouvelles couleurs. Oui, ai-je convenu. C'est exactement ce que nous avons fait. Plus tard, après leur départ et alors que Sophie m'aidait à préparer le dîner, elle a posé une question qui a montré une fois de plus sa perception remarquable. Papa, es-tu toujours en colère contre mamie et papy? J'ai réfléchi à la manière de répondre honnêtement tout en restant adapté à son âge. Je ne suis plus aussi en colère qu'avant, ai-je finalement dit. Mais je suis toujours triste de ce qui s'est passé. Et il faudra plus de temps avant que je puisse leur faire entièrement confiance à nouveau. Elle a hoché la tête, pensive, en déchirant des feuilles de laitue pour notre salade. Je pense qu'ils sont vraiment désolés. Je le pense aussi. Est-ce que les gens peuvent faire de très mauvaises choses et être quand même de bonnes personnes? A-t-elle demandé. La question m'a frappé par sa profondeur. C'est une question compliquée, ai-je admis. Je pense que les gens sont un mélange de bons et de mauvais choix. Un très mauvais choix ne rend pas quelqu'un entièrement mauvais pour toujours. Mais cela signifie qu'ils doivent travailler dur pour montrer qu'ils ont changé et qu'ils ne referont pas ce même mauvais choix. Comme quand j'ai menti sur le fait de me brosser les dents et que j'ai dû prouver que j'étais à nouveau digne de confiance en te montrant ma brosse à dents tous les soirs. J'ai souri à sa comparaison. Quelque chose comme ça. Oui, mais à une bien plus grande échelle. Elle a réfléchi à cela tout en disposant des tomates sur la laitue. Je pense que nous devrions leur donner une chance de prouver qu'ils sont à nouveau dignes de confiance. Pas avec notre maison, mais avec d'autres choses. Je pense que tu as raison, ai-je convenu. Et c'est exactement ce que nous faisons. Cette nuit-là, après avoir bordé Sophie, je me suis assis sur le porche arrière avec une tasse de café, réfléchissant au parcours de l'année écoulée. La trahison avait brisé ma compréhension de la famille. Mais à partir de ces morceaux brisés, Sophie et moi avions créé quelque chose de plus fort. Nous avions appris que les maisons ne sont pas seulement des bâtiments, mais les espaces sur que nous créons ensemble. Que la famille n'est pas définie par l'ADN, mais par le respect, l'honnêteté et un soutien indéfectible. Que parfois, les personnes qui devraient nous aimer le plus nous déçoivent terriblement. Et que ce n'est ni notre faute ni notre responsabilité de réparer cela. Plus important encore, nous avions appris que lorsque les fondations bougent sous vos pieds, il est possible de reconstruire sur un terrain plus solide.
La maison qui avait été au centre de tant de douleurs était maintenant vraiment la nôtre. Pas seulement légalement, mais de toutes les manières qui comptaient. Chaque mur contenait nos histoires. Chaque pièce contenait nos choix. Ce n'était plus la maison de mon enfance, ni la maison que mes parents m'avaient vendue, ni la propriété qu'ils avaient essayé de reprendre. C'était simplement chez nous, notre maison. Et personne ne pouvait nous enlever cela. Avez-vous déjà eu à vous opposer à des membres de votre famille qui ont trahi votre confiance? Quelles limites avez-vous fixées pour vous protéger, vous et vos enfants? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si ce parcours de lutte pour ce qui est juste a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton d'abonnement et donner un pouce levé à cette vidéo. Votre soutien aide les autres à trouver ces histoires de résilience et de guérison. N'oubliez pas, parfois la famille que nous choisissons est plus fiable que la famille dans laquelle nous sommes nés. Merci d'avoir écouté, et je vous souhaite de la force dans vos propres batailles pour ce qui est juste.